Vous écoutez l'épisode 171 du podcast Mes trucs de prof dans lequel je reçois Marie Petit de Beaufle pour parler de classe dehors. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Je vous retrouve pour ce 171e épisode du podcast pour vous parler de classe dehors. Faire classe dehors, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, enseigner à l'extérieur. On peut le faire dans tous les contextes d'enseignement et à tous les niveaux et même en formation pour adultes. Et pour concevoir cet épisode, j'ai interrogé Marie Petit de Beaufle, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Les Petits Écolos sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc Marie est formatrice en classe dehors, elle a écrit 2 livres, Colibri et après et Élevé en plein air, et sur son site internet lespetitsécolos.fr, elle propose différentes ressources pour aider les profs à faire classe dehors. Donc en plus d'être maman de 3 enfants, Marie a été professeure des écoles et directrice d'école et elle a impulsé des projets zéro déchet. Elle a aussi expérimenté la classe dehors en maternelle et en élémentaire. Elle va donc partager avec vous une partie de sa riche expérience. L'objectif de cet épisode, c'est de montrer qu'on peut faire classe dehors de plein de façons différentes, avec tout type de public et dans de nombreuses conditions. Et on avait envie de déconstruire les idées reçues ou les idées restrictives sur la classe dehors et d'ouvrir le champ des possibles pour vous donner envie d'essayer, si cela vous parle, quel que soit votre niveau d'enseignement. Donc, bonjour Marie, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode de podcast pour qu'on puisse évoquer le sujet de la classe dehors. Merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours un plaisir de parler de cette expérience. J'ai été directrice d'école en maternelle et en élémentaire, dans des milieux sociaux défavorisés la plupart du temps. Ça, je pense que c'est important de le dire parce que souvent, on attend d'être dans le meilleur contexte pour se lancer dans la classe dehors. Et j'ai fait classe dehors en maternelle et en élémentaire. Et ça, c'est aussi important de le dire parce que quand j'étais en maternelle, on me disait « Ah, bah, c'est facile, tu as des petits ». Et quand j'étais en élémentaire, on me disait « Ah, bah, c'est facile, tu as des grands ». Donc, en fait, j'ai une expérience qui a un peu balayé toutes sortes de contextes à côté d'une forêt ou sans espace naturel à proximité, en maternelle, en élémentaire, en milieux sociaux défavorisés ou plutôt favorisés. Voilà. Ouais, je pense que c'est important de le souligner parce que classe dehors, c'est suffisamment large pour dire que partout on peut avoir du dehors, on peut faire classe dehors. Et en même temps, peut-être que parfois dans les représentations, on s'imagine qu'il faut forcément avoir la forêt, le ruisseau, la grosse nature à côté. Alors qu'en fait, à partir du moment où on a un extérieur, on peut petit à petit, et quel que soit, tu le soulignais, quel que soit la population d'élèves, le contexte dans lequel on exerce, on peut mettre des petites touches de classe dehors dans ce qu'on fait. Exactement, oui. En fait, mon travail de formatrice, il est là pour ça. Et c'est vrai que de temps en temps, quand j'arrive dans les écoles, il y a 1 ou 2 collègues, ou alors c'est la directrice ou le directeur, mais en grande majorité, ce sont des directrices, qui m'appellent. Et là, je vois que il y a les 3/4 de l'équipe qui a un peu peur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de classe dehors avec une espèce d'anxiété de toute façon, c'est pas fait pour moi. Je suis là parce que je dois être là, mais bon, voilà. Et en fait, mon rôle, je dirais, ce que je me dis, c'est que à la fin de la formation, j'aimerais que tous les enseignants puissent avoir l'esprit grand ouvert sur ce que c'est que la classe dehors.
Parce que souvent, en fait, quand il y a des mouvements comme ça, qu'ils soient pédagogiques, politiques, écologiques, ben, on n'ose pas parce qu'on a une représentation, comment je pourrais dire, erronée de ce que c'est que la classe dehors. Euh, Parce que peut-être qu'on regarde des gens qui sont déjà très expérimentés avec ça, et donc on s'empêche tout un tas de trucs. Parce que je dirais que dans les représentations en fait communes, la classe dehors, en fait, ce sont des personnes qui vont faire classe en forêt avec ce qu'il y a sur place. Et du coup, ben, on s'imagine en tant qu'enseignant que comme on n'a pas les connaissances sur la nature, on ne sait même pas différencier les arbres ou les feuilles des arbres ou les fruits des arbres, on ne va pas y aller parce qu'on va se mettre en échec. On s'imagine aussi souvent que la classe dehors, ben, ça a forcément un rapport avec la nature et qu'en fait, on vient faire des sciences. Alors, moi, je suis là dans un premier temps pour dire, bah non, en fait, la classe dehors, c'est juste faire classe dehors, à l'extérieur. Tout Voilà. simplement. Donc, il y a plein. Si jamais l'objectif, on va dire le Graal, c'est d'aller faire classe en forêt en utilisant la nature, très bien. Pour certains, c'est ça. Mais en fait, il y a plein de marches d'escalier avant et on n'est pas obligé d'aller là-bas, enfin, en forêt. Sinon, on priverait largement plus de 95% des élèves de faire classe dehors. Si, si on se limite à faire classe dehors en forêt, il n'y a même pas 5% des écoles qui ont accès à la forêt. Et sur ces 5% d'écoles, bah, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore 5% d'enseignants qui ont envie de sortir. Donc, la classe dehors, à partir du moment où on est dehors, on fait classe dehors. Voilà. Oui. Déjà, j'essaie de dire ça aux enseignants que je forme aujourd'hui parce que je sens qu'il y a un certain dogme, c'est ce que je disais, et c'est pareil avec l'écologie. Quand je faisais du zéro déchet comment dire, des conférences à propos de ça, en fait, on me disait, ben, moi, le zéro déchet, c'est pas possible, du coup, je fais rien. Faire classe dehors, si déjà les enseignants se disent, bah, tiens, je vais aller faire mes séances de lecture dehors, mais c'est déjà énorme la plus-value de la classe dehors. Mais quand on regarde avec beaucoup de recul euh, la lecture à l'intérieur, à quel point c'est compliqué, qui en tant qu'adulte arrive à lire avec 26 personnes autour de lui, en imaginant aussi que les personnes qui lisent, une grande partie ne sait pas correctement lire, donc va lire à voix haute pour déchiffrer ou va lire tout bas. Et en fait, on se dérange les uns les autres. Lire, c'est aussi s'échapper, c'est aussi s'inventer une petite bulle. On voyage en fait pendant ce temps-là. Et quand on a les copains euh, qui sont un peu en galère et qui ne savent pas lire à côté de nous, ça nous empêche en fait de nous mettre dans la bulle. Donc ça, c'est la première chose que j'ai réalisée en CM1. J'ai commencé par les séances de lecture. Il y avait des tapis de sol, en fait, des tapis de Oui. yoga. Chacun avait le sien. On sortait dehors. Ils se mettaient là où ils souhaitaient dans la cour. Mais forcément, en fait, on pense parfois que c'est notre manière d'apprendre à lire aux élèves qui pose problème, alors que pas forcément. C'est aussi le contexte dans lequel on les fait lire qu'il faut changer. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, on peut aller dehors un quart d'heure par jour, si on a envie. On peut aller dehors une après-midi. Et aussi, on peut, parce que j'ai tout de suite, quand j'interviens et qu'il y a des profs un peu sceptiques, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme avec le zéro déchet, ils vont chercher la faille. Par exemple, je disais que je faisais du zéro déchet et tout, et franchement, j'y arrivais trop bien. Et on me disait, bah oui, mais tes essuie-glaces, ils vont aller chercher le truc où c'est pas possible de te passer du déchet. Et là, du coup, à chaque fois, c'est bah, comment tu fais quand il y a une énorme tempête de neige? Bah, j'y vais pas. En fait, voilà. Oui. Des fois, tu es formatrice, Ouais. donc on voit que tu passes tout ton temps dehors, dans la forêt, fringuée en randonneuse, tu vois vraiment tous les a priori. Donc moi, je commence la journée toujours en venant défaire tous ces préjugés Ouais. et en disant, alors, je vous explique, moi, je vais dehors quand j'ai envie d'aller dehors. Et des fois, l'hiver, j'ai pas envie. En fait, je suis frileuse et je vous déconseille d'aller dehors si vous n'avez pas envie. Ouais. Parce qu'en fait, je pense, j'en suis sûre, on vibre ce que l'on ressent.
Donc si vous n'avez pas envie d'aller dehors et que vous vous forcez à y aller, ça va être la catastrophe pour vous parce que vous vous forcez, donc vous renvoyez pas quelque chose de positif et aussi, bah, pour vos élèves qui sentent que, bah, là, Il y a pas vous envie, quoi. avez froid, quoi. Ouais, voilà. Le 1er critère déjà, c'est d'avoir envie. Je pense que le 2e, c'est de faire des choses qui nous rassurent et c'est pour ça que partir en forêt, c'est pas du tout rassurant pour la grande majorité des enseignants. Dans leur tête, il faut des autorisations, il y a un risque d'accident, il faut absolument des accompagnants et ça met tellement de contraintes qu'on abandonne, en fait. Ouais. Donc il y a vraiment cette idée dans ce que tu dis de partir du simple, de partir de petit, de ce qu'on se sent capable de faire, de ce qui nous plaît, de nos envies, et ne pas se mettre la barre trop haute, que l'idée c'est pas que la classe dehors, c'est pas quelque chose d'hyper lourd à préparer et à faire, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, aller dehors, faire classe, sortir des locaux fermés pour pouvoir aller dehors. Et tu as donné l'exemple de la lecture, c'est-à-dire trouver comment ce contexte il va être favorable à certaines activités. Déjà juste le contexte, sans forcément partir dans des choses scientifiques ou utiliser la nature, etc. Juste changer de contexte, c'est déjà aller faire classe dehors et réfléchir du coup à quelques aménagements, parce que le fait de... c'est comme quand on change de salle ou si on allait faire classe dans une autre salle, etc. On va changer aussi, adapter au niveau matériel et au niveau de l'organisation, mais c'est surtout ça. Oui, oui, exactement. Moi, je pense qu'en fait, il y a pas, d'objectif. Je pense qu'il faut déjà se sentir bien et pas se rajouter, effectivement, trop de contraintes, trop d'angoisse, trop d'anxiété et pas vouloir révolutionner les choses. Et puis, la classe dehors, tout comme, la pédagogie Montessori ou la classe flexible, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Tu disais tout à l'heure que je vendais des ressources sur mon site internet. Oui, parce que, justement, pour aider les enseignants à gagner du temps, à avoir des supports tout prêts, effectivement, je propose des fichiers numériques avec des séances. Et donc, une fois, il y a une enseignante qui m'achète un fichier de 5 ou 6 séances dehors et elle me dit, «C'était une catastrophe». «Ah bon?» Et alors je lui dis: «Ben, mince», elle me dit: «Je comprends pas parce que je t'avais regardé, ça avait l'air génial et moi, c'était horrible, c'était les pires séances de toute ma vie». Du coup, je lui dis: «Est-ce que tu avais envie?» Elle me dit: «Ben non, mais je le fais parce que tu le Il fais faut et le que faire. ça a l'air bien». Bon, en fait, je pense qu'au-delà de la classe dehors, les enfants ont besoin d'adultes authentiques. C'est-à-dire que pour moi, à la base de tout, on ne doit pas oublier d'être soi-même. Donc il faut pas, je pense qu'il faut pas mettre en place l'une ou l'autre des pédagogies parce que ça a l'air cool sur les réseaux sociaux ou parce que ça fait bien. Je pense qu'il faut d'abord que ça résonne avec qui on est profondément. Ce que tu soulignes, c'est vraiment l'idée d'incarner en fait ce qu'on propose et de ne pas s'efforcer de rentrer dans des dispositifs qui nous conviennent pas si on n'y met pas de sens, si on n'a pas l'appétence, et qu'il y a de toute façon en pédagogie tellement de possibilités que ça sert à rien d'essayer de calquer quelque chose si ça correspond pas à notre seuil de tolérance, à ce qu'on peut supporter, proposer, à ce qui nous plaît. C'est l'exemple de ce que tu disais avec cette personne qui t'a contacté pour te dire moi ça fonctionne pas, mais en fait j'avais pas envie de le faire. C'est toutes ces injonctions en fait qu'on subit sans se questionner, et la question de la connaissance de soi là, elle est hyper importante, sans se questionner sur qui on est. Oui, oui, je pense qu'avant toute chose, c'est très important, de rester qui on est parce que c'est ça. Donc en fait déjà, moi je suis pas là, pour vous convaincre de faire classe dehors. Je partage là-dessus. Je donne, des clés de compréhension de pourquoi cette pédagogie elle est, bénéfique pour les enfants, pour l'enfance et cetera. Mais après en fait, si ça résonne pas, je suis pas là pour venir, convaincre à tout prix d'utiliser cette façon de faire et je pense qu'on peut aussi, mettre un petit peu de tout. On est des patchwork, on n'a pas besoin comment dire? De suivre des dogmes ou des pédagogies à fond. On peut faire un peu de classe flexible, un peu de Montessori, un peu de classe dehors, voilà. Ouais. Donc
Donc la classe dehors, il y a cette idée de se dire c'est pas un truc de fou à mettre en place et ça peut être comme par petites touches. On n'est pas obligé non plus de partir tout de suite dans je vais passer la journée entière dehors, je vais tout faire dehors ou je vais aller dans la forêt. On peut mettre des petites touches de dehors comme on pourrait mettre des petites touches d'autres dispositifs. C'est vraiment le voir comme un des possibles, un dispositif possible dans toute la palette de dispositifs que j'ai en classe. C'est surtout lever toutes les contraintes, lever toutes les histoires qu'on se raconte à propos de la difficulté de mettre ça en place, et puis se dire, je vais commencer par quelque chose qui me met, qui est confortable pour moi. Je peux commencer par une séance de lecture, parce que souvent, en fait, aussi, ce qui fait peur aux enseignants, c'est comment les élèves vont se comporter à l'extérieur. Puisqu'ils sont déjà énervés à l'intérieur, si je vais à l'extérieur, en fait, pour les enfants, l'extérieur, ça représente la récréation. Donc, quand on va à l'extérieur, les enseignants, ils ont quand même hyper peur de est-ce qu'ils vont être assez concentrés? Est-ce qu'ils vont écouter la consigne? Est-ce qu'ils vont pas s'échapper? Voilà. Donc déjà, se mettre, on va dire, soi-même dans une espèce de sécurité émotionnelle. Commencez par ouvrir la porte de votre classe. On n'est pas obligé de sortir de l'école. On peut rester dans la cour de récréation. Et moi, c'est ça, au final, avec mes CM1, j'ai fait classe dehors uniquement dans la cour de récré. Et les plus-values, elles sont monumentales. Monumentales. Il y a déjà 80-90% des bénéfices à être dehors quand on est dans la cour de récré. La forêt, il se passe d'autres choses en fait. C'est la créativité, la connexion à la nature, le soin du vivant, toutes ces choses-là qui vont se mettre en place. Mais dans la cour de récré, quand on fait des séances d'école dehors, je vais vous expliquer après un peu comment je fonctionne au-delà de la lecture. Il y a cette espèce de mayonnaise de groupe qui prend, où on va jouer ensemble, coopérer, s'encourager. Donc, effectivement, il y a plein de plus-values. Mais commencez par vous mettre dans un cadre qui ne vous pose pas vraiment de contraintes, en fait. Il n'y a pas besoin de parents pour être dans la cour de récré. Il n'y a pas besoin d'autorisation. C'est tout. Il y a juste besoin d'ouvrir la porte et de s'autoriser. Ce que nous dit Marie est hyper important à souligner. Il est vraiment important de s'autoriser à commencer la classe dehors sans viser la lune, sans se mettre trop de pression et ne pas s'imaginer que faire classe dehors, c'est un engagement à sortir tout le temps, dans une forêt, dans la nature, etc. Vous pouvez faire classe dehors en sortant dans la cour et c'est déjà une première marche, une première manière de décloisonner les apprentissages. Et puis, faire classe dehors, ce n'est pas qu'une mode, comme le souligne Marie, cela a de nombreux bénéfices pédagogiques, mais pas seulement. Plusieurs études, par exemple, montrent les bienfaits du plein air sur la santé, sur la réduction du stress, sur la concentration, sur les apprentissages. Par exemple, une étude espagnole qui date de 2012-2013, qui a été menée sur 2500 écoliers de 7 à 10 ans, conclut que l'exposition à des espaces verts a un impact bénéfique sur le développement cognitif des enfants. Cela augmenterait les capacités de mémorisation et diminuerait leur inattention en classe. Une autre étude, en Suède cette fois-ci, qui comparait des classes, a montré que les élèves qui avaient suivi certains cours, c'était des cours de mathématiques et de biologie, donc les élèves qui avaient suivi certains cours à l'extérieur avaient mieux mémorisé et aussi davantage participé que les élèves qui suivaient les mêmes cours à l'intérieur. Et puis, autre avantage, le plein air favorise la cohésion sociale et le développement moteur des enfants, donc permet de lutter contre la sédentarité. Voilà donc fin de cette petite parenthèse. C'était surtout pour celles et ceux d'entre vous qui avaient besoin de justifications encore plus précises pour s'autoriser à faire classe dehors. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup dans la cour déjà pour commencer? Tu as parlé de la lecture. Je dirais que dans les séances dehors, il y a toute une partie que l'on fait à l'intérieur qui est complètement transposable à l'extérieur. Je parlais par exemple de la lecture, le calcul mental, c'est pareil. On peut prendre les ardoises, se mettre sur des tapis, faire le calcul mental.
Euh, Ensuite, il y a une autre façon de faire classe dehors, c'est faire classe dehors avec des jeux sportifs. Donc moi, c'est ça que j'ai vraiment commencé à faire. En fait, j'avais vraiment envie de sortir quand j'étais avec mes CM1 parce que j'avais passé quand même quasiment 1 an dehors avec mes moyens grands à faire classe en forêt. Quand je suis retournée à l'intérieur avec les CM1, c'était très difficile pour moi. En plus, je m'ennuyais parce que pendant qu'ils faisaient leurs exercices, bon, j'allais aider les élèves en difficulté, mais bon, voilà. J'ai beaucoup d'énergie aussi et du coup, j'avais envie de sortir. Je ne savais pas trop comment. En fait, j'ai commencé à regarder les consignes des manuels scolaires et je me suis dit comment je peux transformer cet exercice à l'écrit un peu barbant en truc un peu plus fun. Bon, une des premières séances que j'avais proposées, j'avais vu dans un exercice de maths, range ces nombres dans l'ordre croissant avec bon, bah, une série de nombres à classer. Bon, je me suis dit, bah là, ce qui pourrait être cool, c'est que bon, je demande à tous mes élèves d'écrire un nombre entre 500 et 1000. N'importe lequel. Allez, hop, on le met dans un chapeau, on sort dehors, et là, je leur demande à chacun, mélange, de tirer au sort un papier. Je divise la classe en 2 équipes et je leur dis, à 3, il va falloir vous ranger du plus petit au plus grand. 1, 2, 3, c'est parti. Et en fait, là, il se passe quand même des choses, c'est que moi, je les regarde, ils s'amusent, ils bougent, ils parlent, ils coopèrent, ils expliquent. Donc, en fait, je me décharge de réexpliquer. Ben, il faut d'abord regarder le chiffre des centaines, puis le chiffre des dizaines, puis le chiffre des unités. En fait, j'entends mes élèves s'expliquer. Finalement, c'est eux, puisqu'ils ont l'autorisation de parler, qui vont entre eux se dire, ben, se donner des conseils, etc., utiliser le vocabulaire mathématique. Et puis, bah, ça marche hyper bien. Donc, d'un exercice en classe où ils seraient à l'écrit devant leur cahier, tout seuls, à réfléchir, et quand ils ne se souviennent pas, ils attendent, ou alors ils regardent les mouches, ou alors ils copient. Et du coup, bon, ben, pendant ce temps-là, on a quand même la moitié de la classe qui fait rien. Ouais. Sauf que là, quand on est dehors, ils sont obligés, parce que déjà, ben, ça se voit, je veux dire, un élève, il ne peut pas attendre, puisqu'il fait partie d'une équipe. euh, il doit se positionner quelque part. Et s'il ne se positionne pas, ben, c'est les copains qui vont venir lui dire bah, attends, toi, t'es quoi toi, tu as 455, ben, viens, t'es là, voilà, machin. Parce qu'en fait, 400, c'est plus grand que 100, etc., etc. Donc, il ne peut pas rester dans l'inaction. Ouais. Et après, il y a quelque chose aussi qui est fondamental là-dedans, même dans ce genre de tout petit jeu, c'est que finalement, l'élève, pour lui, dans la classe, il n'a aucune raison de travailler. Dans son corps, dans sa tête. C'est compliqué pour un enfant qui a 8 ans de trouver de la motivation à faire cet exercice. Pourquoi il le ferait? À quoi ça lui sert, là, dans un présent immédiat, de classer des nombres dans l'ordre croissant? Il n'y a pas d'intérêt pour lui. Pour avoir un métier plus tard, dans 12 ans, dans 14 ans? Non, en fait, le métier de l'enfant, c'est le jeu. Ça, c'est Pauline Cargomar qui le disait. Donc, la seule motivation que j'ai trouvée, moi, pour que ça plaise aux enfants et qu'ils soient absolument, comment je pourrais te dire? Engagé. Ouais, engagés, c'est ça le mot, engagés dans l'activité, bah, c'est qu'il y a un sens pour eux. Et quand il y a du jeu, il y a du sens. Parce que on est en équipe, on n'a pas envie de perdre, ils sont profondément motivés. Il y a un Ouais. intérêt, l'intérêt, c'est de gagner, c'est d'aller vite, c'est de s'amuser. Ouais. Et puis il y a aussi, en fait, là, dans ce que tu dis, il y a à la fois, ça devient du jeu, donc ils apprennent en jouant. En même temps, il y a aussi le contexte, c'est-à-dire que dans la classe, il y a aussi ce côté où faut pas trop bouger, on essaye de pas être trop bruyant, le bruit c'est vite audible et vite gênant. Parler à voix haute, ça ne fait pas le même effet, alors que quand on est dehors, ils peuvent. Bah, il y a aussi la question de l'espace, c'est-à-dire que là, quand tu dis faire un jeu à 2 équipes, quand tu as une classe de 25, ça veut dire des équipes de
12, coopérer à 12 et en même temps tout le monde est engagé, à l'intérieur d'une classe, c'est compliqué. Dans un gymnase, ça peut le faire. Et à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. Ils peuvent parler à voix haute, ils dérangent personne. On n'est pas en train de leur dire chute toutes les 5 minutes. Ils peuvent se déplacer, se mouvoir sans qu'il y ait des tables qui gênent. Donc en fait, en soi, déjà, d'aller dans la cour, c'est déjà une variable qui facilite les choses, qui facilitent les échanges. Et donc on a tout intérêt à réfléchir, à se dire, finalement, quand le local classe est un frein à certaines activités, et la délocalisation à l'extérieur va pouvoir on va pouvoir pallier ce qui nous manque et trouver d'autres réponses et mettre les élèves en activité, leur permettre de bouger. Donc ça, c'est un vrai levier. Et donc on peut le faire juste sur une séance, tu vois. Là c'est marrant parce que l'activité que t'as proposée, moi je l'avais découverte, je suis allée en stage Erasmus il y a 3 ans et on l'a découvert en anglais sous forme théâtrale, ce truc de se dire à chaque fois qu'on a à ordonner des choses, ça peut être ordonner des nombres, mais ça peut être, tu vois, je me souviens... L'ordre alphabétique. Alors, exactement, l'ordre alphabétique, ou même sur des caractéristiques, ranger ces animaux du plus féroce au moins féroce, ou à chaque fois qu'on peut faire, ou même ranger les couleurs de la plus claire à la plus foncée, histoire de créer aussi de la dynamique, de la réflexion, chercher des critères. Donc, voilà, je trouvais que ton exemple était hyper intéressant. Ah oui, en fait, comme tu le disais, dans la classe, il n'y a pas beaucoup de place et c'est d'où le titre de mon livre, Élevé en plein air, que je trouvais très poétique. Mais aussi, il faut savoir qu'en France, quand on prend la superficie de la classe divisée par le nombre d'élèves, en fait, les enfants ont entre 1,3 et 1,6 ou 7 mètres carrés par enfant. Donc, comment apprendre dans un si petit espace? Et encore, on n'enlève pas le bureau, le tableau, Ouais, le les chaises, mobilier. les tables, etc. En fait, c'est... Bon. Aujourd'hui, la vie des enfants, elle va à 100 à l'heure parce que ils ont des activités, ils ont des parents qui travaillent, ils vont à la garderie, ils sont un peu ballottés en fait de par ici, par là, par ici, par là. Et puis il y a des écrans autour d'eux avec un tas d'images qui stimulent leur cerveau. Et là, à l'école, à un moment donné, on leur demande de s'asseoir, de plus bouger, d'écouter et d'être sur une tâche. Exactement. Donc, en fait, la classe dehors, là, on entend en filigrane dans ce que tu dis que ça répond à plusieurs choses. À la fois, ça va répondre à ce besoin de mouvement, de bouger, de travailler aussi un peu sur l'attention des élèves en classe. Tout à l'heure, ce que tu disais, c'était aussi que ça répond à des besoins concrets, matériels, ça facilite certains apprentissages et ça met du sens, ça permet de rendre l'apprentissage plus ludique. Tu as aussi parlé de se connecter à la nature. Il y a toute cette dimension, tu vois, tu parlais des écrans où l'attention, notre attention, elle est sollicitée de toutes parts et où peut-être qu'on perd cette capacité à observer, s'émerveiller, être dans l'instant présent et pouvoir profiter des bienfaits de la nature, quand bien même ça se passe que dans la cour, mais il y a tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qu'on n'a pas encore évoqués? Je dis, il y en a énormément. Déjà, forcément, donc je te disais, la motivation parce que l'enfant qui est fait pour jouer, il est surmotivé quand ça se passe à l'extérieur et que il peut jouer. Il y a aussi, comment je pourrais te dire, la prévention du harcèlement scolaire, parce que quand on est dans une classe, il se passe des choses et on peut pas tout voir quand on est enseignant. On est retourné, il se passe des trucs, etc. Là, disons que ça va pouvoir, on va pouvoir détecter largement plus facilement un enfant qui se fait harceler, qui est mis de côté parce que les jeux de classe dehors que je propose, et je ne suis pas la seule, permettent de jouer en équipe. Donc, s'il y a quelqu'un à qui on dit, voilà, comme ça, tout, ah bah non, lui, j'en veux pas dans mon équipe, il est nul, ah non, gna, gna, gna. Enfin, en fait, on va le voir tout de suite. On va largement plus vite le détecter, et encore mieux que juste le détecter, c'est aussi le prévenir. Parce que la classe dehors, ça favorise la coopération,
le tutorat, dans le sens où les élèves qui sont à l'aise, ils vont toujours pouvoir aller aider les élèves qui sont en difficulté. Ça va les rendre responsables, etc. Ils vont beaucoup plus s'encourager aussi, parce que quand on est une équipe, on encourage les membres de l'équipe. Quand on fait un relais, par exemple, pour mémoriser les mots de la dictée ou pour aller faire un peu de conjugaison, on est là, allez Anaïs. Et voilà, bon, on est sans arrêt encouragé par les copains quand on fait classe dehors. Et un encouragement de copains, c'est hyper cool. On Ouais. n'est pas encouragé comme ça quand on est à l'écrit. Ce que ça permet aussi, c'est le rapport à l'erreur qui va changer. Parce que comme on travaille quand même la grande majorité du temps en équipe, en fait, quand mon équipe, elle gagne, c'est quand même un peu grâce à moi. Voilà, parce que j'étais dans l'équipe et que voilà, c'est cool. J'ai mis ma pierre à l'édifice dans le fait qu'on gagne. Et puis, si jamais l'équipe, elle perd, ce n'est pas que de ma présence. Voilà, moi, j'ai donné de mon mieux, tout le monde a donné de son mieux. Bon, on a perdu, c'est pas grave. L'erreur est, on va dire, entre guillemets, est partagée, la défaite est partagée. Et du coup, ça offre un rapport à l'erreur quand même beaucoup plus sain. Il n'y a pas le stylo rouge tout le temps pour venir souligner les erreurs des enfants. Et après, ce que je remarque aussi, c'est que on n'a pas d'élèves qui sont en difficulté dans toutes les matières. Il y a toujours un endroit où l'élève, il est à l'aise, c'est un truc qui lui plaît, etc. Et quand on a des élèves à besoins éducatifs particuliers, donc je pense à un TDAH, à une dyslexie, une dysgraphie, etc., etc. Dans les jeux sportifs, on n'attend pas de l'enfant qui sache juste calculer. Il va aussi falloir courir, chercher, trouver, assembler, coopérer, on va dire organiser. Il y a plein de compétences qui sont mises en jeu. Et du coup, moi, j'avais un élève qui avait des grandes difficultés en mathématiques. Il détestait les mathématiques. Et en classe, à chaque fois que c'était l'heure des maths, il se braquait. Non, je suis nul en maths, je le ferai pas. Non, non, non. OK. Dehors, en fait, comme il faisait du basket à l'extérieur et qu'il courait hyper vite, même quand c'était une séance de mathématiques, en fait, il courait. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais pendant qu'il court, il ne fait pas de maths. Non, mais déjà, il se réconcilie avec le concept. Voilà, c'est les maths, il court, etc. Il court et il a l'esprit ouvert parce que c'est quand même aussi un jeu sportif. Et il entend les copains faire des multiplications et ça rentre, en fait. Ce que tu dis, c'est que en fait, la classe dehors, c'est un moyen aussi de mettre de sortir les élèves des situations traditionnelles de classe et de leur permettre de transposer d'utiliser autrement leurs compétences et de les voir évoluer dans un autre milieu et donc de leur donner l'occasion de magnifier en quelque sorte leurs autres compétences et de développer aussi toutes ces compétences annexes, que ce soit des compétences psychosociales, tu parlais de la coopération, de l'entraide, et ce que tu proposes, en tout cas dans ta façon de voir l'école dehors, c'est d'utiliser cet espace pour donner des activités qui soient basées plutôt sur le jeu, le travail de groupe, la coopération, l'utilisation du corps. Dans les activités que tu proposes, toi, sur ton site, il y a quel type d'activités si on devait les catégoriser? Ce que tu dis, c'est que en fait, la classe dehors, c'est un moyen aussi de mettre de sortir les élèves des situations traditionnelles de classe et de leur permettre de transposer d'utiliser autrement leurs compétences et de les voir évoluer dans un autre milieu et donc de leur donner l'occasion de magnifier en quelque sorte leurs autres compétences et de développer aussi toutes ces compétences annexes, que ce soit des compétences psychosociales, tu parlais de la coopération, de l'entraide, et ce que tu proposes, en tout cas dans ta façon de voir l'école dehors, c'est d'utiliser cet espace pour donner des activités qui soient basées plutôt sur le jeu, le travail de groupe, la coopération, l'utilisation du corps. Dans les activités que tu proposes, toi, sur ton site, il y a quel type d'activités si on devait les catégoriser?
Oui, alors on a parlé tout à l'heure, tu vois, de se mettre dans un ordre. Donc ça, tu vois, on l'a dit, hein, ordre alphabétique, ordre du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, etc. Euh, Tu vois, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'activités où, en fait, il faut, comment dire, catégoriser. Par exemple, ben, on va rassembler les verbes du premier groupe, rassembler les verbes du deuxième groupe, du troisième groupe, du passé, du présent, du futur. On peut aussi, en maths, faire les multiples, etc. Ben là, euh, la majorité du temps, quand il y a le verbe rassembler ou catégoriser, j'utilise par exemple des cerceaux. Donc là, typiquement, mon élève en difficulté en maths, on travaillait sur les multiples de 7. Et donc, il y a des multiples qui sont cachés un peu partout dans la cour. Bon, ben, cet élève-là, il est pas très à l'aise en maths. Ben, ses copains vont lui dire, alors, multiple de 7, c'est tous les résultats de la table de 7. Donc, par exemple, cherche, si tu trouves 14, 21 ou 28, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait cet élève? Il dit 14, 21, 28, 14, 21, 28. Il cherche. Mais du coup, qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant ce temps-là? Bah, il est en train de se mettre toute la table de 7, tous les multiples de 7 dans la tête. Donc, c'est là où je voulais dire que ça marche. Mm. Donc, dans les activités, il y a toutes les activités où il faut rassembler. Donc, il y a un cerceau, c'est écrit 7 au milieu. Il faut aller chercher les multiples de 7. La particularité de ma façon de travailler, c'est que la grande majorité du temps, ce sont les élèves eux-mêmes qui préparent le jeu. Mm. Donc, il y a une séance en amont où, dans la classe, on a travaillé un petit peu sur les multiples. Et donc, je dis à mes élèves, bon, on va préparer la séance d'école dehors de demain. Donc, vous allez vous mettre en équipe et vous allez choisir de faire les multiples de, et c'est vous qui choisissez. Alors, ce qui se passe, c'est que des élèves qui sont très à l'aise, très doués, bah, ils vont choisir des multiples hyper durs. Par exemple, ah bah non, on va faire les multiples de 18, comme ça va être hyper dur et on va les faire perdre. Et eux, ils sont en train de travailler vraiment à leur niveau, en fait. Ils vont aller au taquet de ce qu'ils savent faire et la séance de préparation, elle est déjà en elle-même une réelle séance d'apprentissage. Donc voilà, ils préparent les multiples sur un papier. Après, bon, bah, moi, forcément, je passe par derrière, je corrige si c'est mal écrit, je réécris sur de nouveaux papiers. On est dans la cour, on cache toutes les étiquettes. Et là, bah, il y a une équipe qui est chargée de retrouver les multiples de 18, des élèves un peu plus en difficulté qui vont aller chercher les multiples de 7, qui ont été réalisés par un groupe qui était lui-même en difficulté, mais qui a aussi travaillé au taquet de ce qu'il savait faire. Et voilà. Par exemple, rassembler, c'est ça. Et ça peut être aussi sur, comment dire, la conjugaison. Par exemple, dans les cerceaux, ça va être écrit un pronom personnel sujet. Donc, il y aura un cerceau avec vous, il y aura un cerceau avec elle au singulier, avec il au pluriel. Et il y aura des verbes conjugués. Par exemple, si on est en train de faire le passé composé, il y aura des verbes conjugués au passé composé, mais sans leur sujet. Et il va falloir aller trouver les verbes et les glisser sous le bon cerceau avec le bon pronom personnel Ok. sujet. Donc, du coup, il y a des activités, tu disais, dès qu'on peut rassembler avec les cerceaux, c'est une modalité. Dès qu'on peut ordonner, on peut travailler aussi ça directement en faisant les élèves se mettre en ordre ensemble. Tu as d'autres types d'activités? Bah, en fait, il y en a vraiment énormément en fait, il suffit de regarder un peu les verbes qui sont utilisés dans les manuels et on a toujours les mêmes qui reviennent. Compléter, trier, catégoriser, voilà. Après, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre un jeu sportif de base que tout le monde connaît et puis y mettre une compétence de français, de maths, de sciences, d'histoire, le fusionner en fait. Et là, il y a un vrai jeu. Par exemple, le jeu Épervier, qui est très connu, Épervier sortez. Bon, ben, dans l'un de mes fichiers, il s'appelle Imparfait sortez. On a conjugué tout un tas de verbes qu'on a mis dans un chapeau. Chaque élève en tire un au sort et l'élève qui est au centre du terrain va dire passé composé, sortez. Et uniquement les élèves qui ont un verbe conjugué au passé composé vont sortir et, et puis, bon, bah, on va les attraper. On regarde si le verbe est bien conjugué au passé composé. Si c'est le cas, il reste et il devient un chasseur. Voilà. Ok, On peut génial. faire.
On peut faire pareil en fait avec tous les jeux qui sont connus, la rivière au crocodile, le poisson pêcheur, etc., etc. Le poisson pêcheur, c'est un jeu où il y a, on dit par exemple, toi, moi et un autre élève, nous sommes les pêcheurs, et en fait, on va se dire un code secret. Par exemple, à 5, nous attrapons les verbes. Les autres, ils vont piocher un petit papier sur lesquels, en amont, on aura fait un petit exercice en classe. Il y a des étiquettes où il y a des verbes, où il y a des noms, où il y a des adjectifs, où il y a des déterminants. Chacun en a un petit papier, on a pioché un petit papier. Eux, ils savent ce qu'ils ont dans la main. Et nous, les pêcheurs, on compte 1, 2, 3, 4, 5 et on baisse le filet. Et en fait, si on a dit qu'à 5, on a attrapé les verbes, on va regarder Combien il qui y a a de un verbes? verbe et ça devient un pêcheur, etc., etc. Voilà. Donc en fait, tous les jeux traditionnels d'animation, on va dire, on peut les transformer. Un mix, t'as pris un shaker et t'as tout mis, tout mis dedans. Et c'est comment on peut faire de manière efficiente, en fait, garder à cette idée de classe dehors. Donc on est quand même sur des objectifs, on voit que tu travailles des compétences, etc., que tu as réussi à allier avec le fait, enfin, le fait d'aller à l'extérieur et en même temps, ben là, de faire bouger les élèves, d'utiliser, ben là, tu as utilisé des jeux sportifs, des jeux traditionnels pour pouvoir travailler certaines compétences. Et du coup, ce que j'aime, c'est que ça ouvre aussi de la créativité. C'est-à-dire que là, tu fais pareil avec des jeux, mais on a l'habitude en classe de faire la même chose avec les jeux de société ou des jeux qui existent, qu'on transforme pour travailler des compétences. Et ça, en le basculant à l'extérieur, il y a plein de choses qu'on va pouvoir transformer pour pouvoir rendre ces apprentissages-là possibles à l'extérieur aussi et justement bénéficier de toute la plus-value que ça a. Tu nous as dit pas beaucoup parlé de la maternelle. Qu'est-ce que tu faisais de plus ou de moins ou de différent quand tu faisais classe dehors en maternelle? En maternelle, c'est encore beaucoup plus simple. Je trouve que qu'en élémentaire, parce que c'est déjà des jeux. La majorité des séances, c'est des jeux. Euh, L'école dehors en maternelle, ça me permettait, par exemple, euh, de créer une distance physique. Il y a un mot en majuscule, il faut l'écrire en cursive, ou il y a un modèle en cursive, il faut le mettre en majuscule. Mais ils ont les lettres juste à côté. On n'a pas la place dans la classe. Et en fait, ça, c'est trop dommage parce que ça ne permet pas finalement de trop mémoriser. Et ils n'ont pas le modèle à proximité pour faire, on va dire, du terme à terme. Il faut qu'ils retiennent. Et ça, c'est Ouais. hyper important, en fait. Le fait de créer la distance, bah, c'est ça aussi qui va créer la mémorisation. Et Ok, en fait, donc en maternelle, ça se passe exactement comme en élémentaire. On peut aussi faire des collections. Vraiment, en maternelle, c'est la, encore plus simple. la plus-value dans ce que tu dis, la plus-value en maternelle, c'est vraiment cette échelle de la cour qui va permettre soit de mettre les élèves à distance dans les activités pour plus se déplacer, être davantage obligés de mémoriser, soit créer plus de mouvements, la possibilité de faire ensemble. Donc, et oui, comme tu dis, c'est transposable quel que soit le domaine, qu'on soit dans de l'apprentissage du langage écrit ou dans la construction du nombre. Y a plein, on va pouvoir en tout cas utiliser cet espace et la mobilité des élèves sans être contraint dans la classe. Bah, surtout que les classes en maternelle, vraiment, c'est extrêmement bruyant parce ils parlent énormément et du coup, à la fin, on a une tête comme ça. Et être dans la cour de récré et pouvoir un peu dispatcher les élèves en équipe, en groupe, en classe entière, individuellement, mais tracer. On ne fait que ça de tracer, mais bon, tracer sur du papier, c'est bien pour montrer aux parents qu'on avance, mais tracer à la craie sur le sol, mais les enfants adorent en fait. Et en plus, on diminue drastiquement les déchets produits, hein. Mm. Ça, c'est une plus-value aussi énorme. Au lieu de tracer des traits sur un cahier, mais les enfants, ça les éclate à fond de tracer des traits sur un mur, sur le sol, etc. En plus, ça va partir avec la pluie. Et si vraiment on veut une trace de ce travail-là, il suffit de prendre des photos. On peut aussi représenter les graphismes en faisant du land art. Avant de tracer, de toute façon, il faut que l'enfant se représente, on va dire, le graphisme dans sa tête. Donc, former une spirale avec des noix sur le sol,
puis tracer la spirale sur le sol avant de passer au cahier. Ben voilà, on part d'un truc absolument géant pour aller jusqu'au miniaturer le geste en fait. Les possibilités, elles sont infinies. Elles sont Ouais. vraiment infinies parce que constituer des collections, c'est fabuleux de faire ça dehors ou même dans la forêt. On donne une petite carte et l'enfant, il a son petit panier, il va aller chercher 5 bâtons ou 5 noix ou 5 marrons. Et voilà, Ouais. tout est possible. Super. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'il y a à anticiper, à préparer avant d'aller dehors? Franchement, pas grand-chose. En fait, si on se dit que ce sont les élèves qui préparent la séance, en fait, pour moi, 95% du temps, il faut du papier et des crayons. C'est tout. Parce qu'en fait, à partir de petites étiquettes sur lesquelles on va leur faire écrire des noms, des verbes conjugués, des verbes au premier, deuxième, troisième groupe, ou en maternelle des lettres, ou des chiffres, ou des couleurs, ou des formes. À part ça, il n'y a pas grand-chose. On peut aussi très bien utiliser le matériel de la classe et détourner des jeux. La seule chose peut-être à anticiper, c'est de se dire, je vais faire avec ce que j'ai. Et il est hors de question que je me rajoute de la charge mentale ou de la charge matérielle à préparer. Laissez-vous inspirer tout simplement par vos manuels, par le matériel pédagogique que vous avez dans la classe. Faites avec ce que vous avez pour vous éviter une surcharge de travail. Pour les enseignants qui n'ont vraiment pas d'inspiration, qui ne voient pas trop là où je veux en venir, franchement, le meilleur, c'est d'aller sur ma page Insta, les petits écolos, parce qu'il y a plein de séances que je propose en vidéo. Apprendre une poésie, apprendre des mots de dictée en faisant des relais sportifs, ça ne nécessite aucun matériel, peut-être une ardoise, un marqueur ou un feutre et une feuille. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'il y a à anticiper, à préparer avant d'aller dehors? Quand il y a trop de vent, je ne vous conseille pas trop d'aller dehors. Après, vraiment, il va falloir être un peu plus flexible avec son emploi du temps de la journée. C'est vrai que on a des fiches de préparation, des emplois du temps qui sont un peu à la lettre, mais là, il va falloir être un peu plus flexible et se dire, s'il y a du vent, la séance que j'avais préparée le matin, je la ferai cet après-midi ou demain. Tant pis, c'est pas grave. La pâte à fixe, franchement, ça va être important d'en avoir. Les cerceaux, c'est suffisant. Si on a des cerceaux, en fait, ça permet de glisser les étiquettes en dessous. Du coup, ça ne peut pas s'envoler. Et puis, il n'y a pas tout le temps non plus des étiquettes. Non, franchement, c'est cool. Le matériel de l'école, il est suffisant. On a tous des cerceaux, on a tous des plots ou des cordes pour délimiter le terrain, mais pas plus que ce qu'on utilise parfois dans nos séances de PS. Hein. Ouais. Super, merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que on peut se lancer facilement. Comme tu viens de dire, on a tout ce qu'il faut déjà dans les écoles, dans les classes. Il suffit de transposer avec un peu de créativité ce qu'on a déjà, ce qu'on a envie de faire, de garder ses objectifs d'apprentissage et de les faire autrement. Et il y a plein de bénéfices à en tirer. Vraiment, merci pour ton intervention. Si les personnes qui nous écoutent veulent te suivre, te retrouver, où cela peut-il se faire? Alors, sur Instagram, Les Petits Écolos. Mon site internet, lespetitsécolos.fr avec des répertoires d'activités. Et voilà. Après, il y a un petit onglet Me contacter si vous souhaitez avoir, pourquoi pas, une formation. Voilà, je pense que c'est suffisant. Merci beaucoup, Marie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci pour votre écoute. Après Gestion de classe mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook
pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur metrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.